À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'Agence nationale du sport, à travers les maisons régionales de la performance, a choisi une immersion dans le monde de la performance. Retrouvez ici un partage de connaissances d'experts et d'expériences de sportifs. Bienvenue sur les podcasts de la performance. Ce second podcast parlera toujours de la variabilité de la fréquence cardiaque en compagnie de Laurent Schmitt. Nous verrons un exemple de suivi VFC avec une championne olympique, Charline Picon. Les animateurs seront Stéphane Germain et Patrick Juvin, tous deux conseillers haut niveau haute performance. Bienvenue à tous et bonne écoute. Bonjour Stéphane, nous sommes effectivement en compagnie toujours de Laurent pour la suite de notre podcast sur la variabilité de la fréquence cardiaque. Je vous invite d'ailleurs à écouter le premier épisode si vous ne l'avez pas fait. Alors Stéphane, aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir une championne olympique, Charline Picon. Bonjour Charline. Bonjour à tous. Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors, je suis sportive de haut niveau en voile, donc j'ai excellé en planche à voile qui s'appelait RSX, avec une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio et une d'argent à Tokyo. Et j'ai aujourd'hui changé de support olympique, je suis sur un bateau qui s'appelle le 49er FX, dans le but d'une nouvelle médaille à Paris 2024. Et voilà, en plus de tout ça, je suis maman et kiné de formation et athlète de l'armée des champions, enfin voilà, beaucoup de casquettes. Ok, et Laurent, du coup, notre deuxième invité, est-ce que tu peux te présenter ? Alors moi, je vais utiliser beaucoup de ex, donc j'étais ex-responsable de la performance et de la recherche au Centre national d'entraînement du ski nordique après Manon, et je suis docteur en biologie, ex-entraîneur des équipes de France de ski de fond. Et donc j'ai connu Charline, en fait c'est Charline qui est venue me voir pour qu'on travaille déjà pour les Jeux de Rio, puis après pour effectivement la période olympique suivante. La première question qu'on voudrait vous poser, en fait, c'est comment vous avez fonctionné ensemble, justement, dans le binôme, mais aussi dans le trio avec votre entraîneur. Alors du coup, moi j'ai été rencontrer Laurent après Manon, c'était pour d'abord un stage en hypoxie, c'était pour préparer les Jeux, c'était en janvier 2016. C'est mon préparateur mental de Richard Ouvrard qui m'avait envoyé vers Laurent. Donc on a eu cette première rencontre et donc qui dit stage en hypoxie dit test HRV. Donc c'est comme ça qu'on a débuté notre histoire et puis ensuite ça m'a paru très intéressant. Je connaissais déjà un petit peu puisque j'avais pour les Jeux de 2012, j'avais eu un aperçu du HRV, de ce suivi-là avec Cyril Fourier qui était à l'époque mon préparateur physique. Et puis voilà, en rencontrant Laurent, j'ai appris à me servir de ça pour gérer mon état de forme et ça m'a paru très pertinent. Et c'est vrai que la gestion du physique pour moi, pour les Jeux de Rio et de 2020, c'était quelque chose de très important puisque techniquement, j'étais déjà à très haut niveau et le paramètre physique était quelque chose de primordial pour mes performances. Et toi du coup, Laurent, quel était ton positionnement vis-à-vis de Charline et puis cette interaction avec l'entraîneur ? Moi, par principe, je travaille plutôt avec les entraîneurs pour pas perturber la relation entre l'entraîneur et l'athlète. Donc, j'ai toujours essayé de fonctionner comme ça. Donc, moi, déjà, quand j'étais entraîneur des équipes de France, j'étais très, très vigilant sur cet aspect-là. Avec Charline, ça a été un petit peu particulier parce que c'est une athlète, effectivement, mature de très haut niveau. Et c'est presque elle qui gère aussi son staff. Donc, il y avait beaucoup d'échanges entre tous les membres du staff, mais ça passait beaucoup par Charline qui, en gros, gérait, passait les infos. Ouais, je rejoins Laurent là-dessus. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'autonomie sur le côté physique. Alors, encore plus sur l'Olympiade de Tokyo, mais Rio, déjà, c'était quelque chose d'important. Avec ma formation de kiné, je suis très, très intéressée par tout le côté physiologie, préparation physique, etc. Et donc, du coup, voilà, c'était moi qui étais vraiment en interaction avec Laurent et je donnais les informations à Cédric, mon entraîneur, donc on va dire technique, qui lui me faisait 100% confiance et pareil il avait 100% confiance en Laurent. Et puis pour le côté préparation physique, muscu, il y avait une autre personne qui me suivait. Donc du coup, c'était moi qui était au milieu du projet et moi j'étais en relation directe avec Laurent. C'est vrai que du coup, j'ai un peu cassé ce qu'il avait l'habitude de faire. Donc ça t'est arrivé par moment de dire je dois faire une séance basse intensité suite aux préconisations du test. Ah oui, ça je vous confirme que c'est vrai que notre sport il est aussi très dur à monitorer en termes d'entraînement quand on part sur l'eau en planche à voile.
on peut mettre le cardio-fréquence-mètre, mais je peux pas te dire je vais faire 4 minutes à telle intensité, puisque l'intensité, elle va varier en fonction des vagues, du vent, des adversaires, de ce que je dois faire. Et donc, il y avait beaucoup d'intensité sur l'eau, et c'est vrai que souvent, à côté, du coup, c'était plutôt de calmer un petit peu le jeu avec des séances longues aérobie. Et donc, quand Laurent me disait ça, effectivement, j'appliquais ça à la lettre, parce que ça me paraissait évident que j'allais pas remettre une intensité. Après, ça dépendait des moments. On avait à l'approche des compétitions, j'ai aussi appris les différents états de fatigue qui sont finalement, avant de rencontrer Laurent, quand j'étais, on va dire, fatiguée, c'était un ressenti. Et ensuite, on me demandait de faire un footing de récup. Voilà, le truc classique. Mais j'ai appris qu'il y avait différents types de fatigue et différents types de façons de récupérer. Donc, beaucoup de choses différentes à mettre en place, en fait, en fonction de ces tests. Et justement, par rapport à ces tests, à quelle fréquence, toi, tu te testais et à quel moment dans la planif ? Alors, ça dépendait. Laurent, il aimait bien, c'était quoi, un ou deux par semaine ? Un par semaine. Ouais, en gros, à peu près un par semaine. Après, si un test s'avérait un peu moins bon, du coup, c'est pas grave. C'est pas grave. Et du coup, on va en refaire quelques-uns plusieurs jours après pour voir comment ça évolue, si ça va vers le mieux ou si ça s'empire. Et puis après, à l'approche des compétitions, on en faisait un peu plus. Et puis après, j'ai fait aussi la formation avec Laurent sur la variabilité cardiaque. Donc après, j'en faisais un peu plus pour comprendre et regarder, toujours en lui demandant son avis derrière. Et toi, du coup, en fait, est-ce qu'il faut, lorsque tu utilises la variabilité de la fréquence cardiaque, est-ce qu'il faut que l'athlète soit forcément impliqué dans les données ou tu as un œil vraiment extérieur là-dessus ? Bon, déjà, j'ai une énorme confiance en Laurent et son expérience. Donc, même si un test était mauvais, ce qui peut être perturbant pour un athlète, c'est de se réveiller, de faire son test et de voir qu'il est mauvais. Donc là, déjà, la journée, elle commence mal. Moi, il m'avait bien expliqué qu'un test qui est pas bon, c'était pas grave en soi, ça peut être dû à plein de choses, l'alimentation, le sommeil, etc. Maintenant, si ça perdure dans le temps, il faut agir pour le remettre dans le bon sens. Donc là-dessus, j'ai appris, mais parce que j'avais aussi de la maturité. Je sais que d'autres athlètes l'ont fait à côté de moi et eux, ils voulaient pas voir le résultat dès le réveil. Ça les perturbait dans leur journée et d'ailleurs, certains ont même arrêté de fonctionner avec ça. Mais c'est assez personnel en fait. La réaction qu'on va avoir en fonction du résultat. Donc effectivement, je comprends que il y a des athlètes que Laurent travaille en direct avec les entraîneurs, puisque c'est eux qui vont adapter la séance et puis l'athlète n'est pas forcément au courant de ce qui se passe. De par ma philosophie de base, j'aime bien que les athlètes comprennent ce qu'ils font pour pouvoir le faire comme il faut, pour tous les niveaux, en termes alimentaires, en termes d'entraînement, voilà, tous ces niveaux-là. Donc ça, c'est un petit peu ma tendance. Par contre, comme a très bien dit Charline, selon les sports, les disciplines et personnalités, la relation entraîneur-entraîné, c'est l'aspect fondamental aussi, et c'est différent. Donc je me souviens, par exemple, avec les nageurs, avec Denis Auguin qui travaillait avec Alain Bernard, c'est Denis qui avait toutes les infos en direct, et puis c'est lui qui était sur place au bord de la piscine pour voir comment il pouvait affiner. Donc là, moi, j'intervenais jamais directement sur ces nageurs, par exemple. Avec Martin Fourcade, avec Stéphane Boutiot ou Vincent Vitos, c'est pareil. Donc c'est souvent les entraîneurs sont formés, donc comme a dit Charline, donc ils sont à même de bien comprendre et de bien pouvoir adapter aussi derrière sur l'entraînement et tout ce qui est, pas que l'entraînement d'ailleurs, parce que la variabilité cardiaque, ça a permis de comprendre que tout ce qui joue, c'est aussi l'alimentation, l'environnement familial, la qualité du sommeil, tout intervient. C'est une approche beaucoup plus globale que l'entraînement, que l'essence d'entraînement elle-même. Donc non, moi je travaillais effectivement, c'est assez rare un cas comme Charline où là c'est elle qui gère vraiment. Donc sinon effectivement moi je restais toujours sur les relations avec les entraîneurs pour pas perturber ça. Ça aurait été plus contre-productif que d'aller directement sur l'athlète. Et ce qu'a dit Charline aussi, c'est que il y a des athlètes qui en fait comprennent pas vraiment le système et peuvent le prendre au premier degré et dire tiens ce matin je suis pas bien, ça les perturbe beaucoup, alors que un test qui est pas bon, ça veut pas dire que le lendemain ça sera mauvais. Donc ce jour-là effectivement faudrait peut-être pas faire une intensité parce que le test est pas bon, mais peut-être que dans 2 jours après tout va bien.
Donc en général, quand un test est mauvais, enfin mauvais entre guillemets, c'est tout relatif tout ça, on refait un test 3 jours après pour voir si c'est purement aigu ou si c'est chronique. Et si ça se répète, là on va effectivement agir pour aider l'athlète à récupérer, remonter le plus vite possible. Mais sinon en général l'organisme c'est très bien organisé tout seul. Alors concrètement, comment tu matérialisais ça vis-à-vis de l'entraîneur? Quelle remédiation tu pouvais lui apporter? Par exemple, si on prend un type de fatigue, on est en hypotonie parasympathique, qu'est-ce que tu préconises et qu'est-ce que tu donnes comme remédiation à l'entraîneur? Donc en hypotonie parasympathique, ça veut dire que sur les aspects purement théoriques, donc le système qui construit le parasympathique, celui qui permet de récupérer, il s'est affaissé suite à différentes sources de stress. Donc à ce moment-là, on va donner des indications assez globales en disant voilà, dans l'entraînement, comme a dit Charline, tu vas faire du travail à intensité basse en restant en équilibre respiratoire vraiment pendant la séance d'entraînement. Mais on peut aussi utiliser en récupération l'alternance jacuzzi-bain froid. Donc maintenant il y a des publications c'est tout à fait validé cette approche-là pour stimuler le parasympathique. Au niveau de l'alimentation aussi. Donc là, il faut faire attention à ne pas avoir une alimentation de base acide. Et puis aussi avec des précurseurs de neurotransmetteurs où on a vraiment beaucoup de moyens pour stimuler le parasympathique dans l'entraînement et en dehors. On associe ces moyens pour être efficace. Et du coup, toi, Charline, qu'est-ce que tu voyais comme type de fatigue le plus souvent dans tes tests? Je sais que je me souviens de la préparation d'un championnat d'Europe où je fais mon test le matin et là, Laurent me dit là, tu vas aller faire des petits sprints de 5-10 secondes toutes les 4-5 minutes en footing. J'étais là, je suis fatiguée, mais quand même. C'était assez bizarre pour moi, mais ça m'est arrivé souvent ça, d'avoir le sympathique justement un peu qu'il fallait réveiller. Et après, beaucoup d'aérobie basse intensité pour remonter le système parasympathique, effectivement, pour mieux récupérer parce que les semaines sont longues en compète et ouais, ça c'est vrai que je le voyais vraiment ça dès que j'allais après Manon faire du ski de fond ou du vélo. En général, je ressortais bien en forme après ces stages-là. Ouais. Donc toi, tu as vraiment ressenti la différence, l'impact des tests et de ce que tu as pu mettre en place? Ouais, les recommandations de Laurent ont toujours modifié dans le bon sens les tests qui étaient, on va dire, un peu moins bons. Après, je suis jamais rentrée dans des états de fatigue très importants. Il y a que au tout début où j'ai rencontré Laurent, donc en janvier 2016, où j'étais psychologiquement pas dans une super phase et là, il m'a dit, avant de parler d'entraînement, il va falloir régler certaines choses. Donc, je travaillais beaucoup avec Richard Ouvrard à côté. C'était une année compliquée pour moi, mais qui s'est bien terminée. Donc, Est-ce que tu peux nous donner un exemple, Charline, où tu as dû, toi, potentiellement modifier l'entraînement? Enfin, je sais pas, par exemple, l'entraîneur, il avait prévu quelque chose, et par rapport à un test, toi, t'as dit, dans l'état où je suis, je voudrais changer ça ou ça. Ouais, ça m'est arrivé souvent. Donc Cédric, il savait que je faisais mes tests HRV, donc il me demandait quel était en gros le résultat, ce qu'avait recommandé Laurent. Effectivement, si l'idée c'était de ne pas monter dans les tours et de rester sur des fréquences pas trop élevées, on s'appliquait vraiment à ça. Et donc, on modifiait l'entraînement. Après, voilà, sur l'eau, c'est vrai que c'est compliqué, mais quand on fait de la technique, je peux gérer quand même plus ou moins l'intensité globale de ma séance et on s'appliquait. Franchement, je respectais les consignes. Et l'entraîneur, il a jamais tiqué là-dessus en disant non, là, on a besoin de faire une séance comme ça? Non, c'est en planche à voile. Il faut se dire qu'il y a beaucoup de paramètres. Il y a le physique, donc notamment le pumping, etc. Mais il y a aussi la technique pure, la lecture du vent, le côté technique, le matériel, etc. Donc il y a l'expérience de la régate pure, donc il y a moyen de travailler d'autres choses que de forcément tout le temps aller taper dans les intensités max. Donc non, franchement, il avait aussi une grande confiance en Laurent et il a compris l'intérêt du truc et non, il n'y a jamais eu de discussion là-dessus. En tout cas, avec Cédric, c'était quelque chose qu'on a mis en place, on a vu que ça fonctionnait bien. Je suis arrivée toujours, l'Olympiade de Tokyo, finalement, c'est celle où j'ai le plus utilisé le HRV avec Laurent et après ma grossesse, j'ai tout de suite refait, c'est l'Olympiade où j'avais quasiment fait que des podiums. Donc
voilà, l'état de forme était géré. On cherchait pas forcément des pics d'état de forme à chaque compétition, mais globalement j'étais bien tout le temps et on essayait d'affûter sur la fin. Je sais que pour les JO à Tokyo, mes tests étaient très bons et voilà, sur l'eau j'étais bien en forme. Et Laurent, toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir un peu, on va dire, des contradictions avec l'entraîneur ou que l'entraîneur soit pas d'accord avec les préconisations ? Non, des contradictions non, parce que quand on se met en relation, c'est qu'on est informé les uns sur les autres, on sait très bien dans quel type de relation on va, donc il y a déjà vraiment, s'il n'y a pas cet état de confiance qui s'installe au départ, c'est pas possible de travailler. Donc c'est un respect mutuel au niveau des compétences, parce que les entraîneurs, ils savent que moi j'ai été aussi à leur place il y a quelques années avant, donc que je vais respecter tout à fait leur place et leur rôle. Et oui, ça s'est arrivé assez fréquemment qu'une intensité prévue n'arrivait pas sur le bon jour et qu'à ce moment-là, je dis non, ben là aujourd'hui, faut pas faire ça, et ça se passait en général très bien. Mais il y a eu aussi des fois un petit peu l'inverse, où l'entraîneur me dit écoute Laurent, là bon, le test il est pas bon aujourd'hui, mais j'ai encore prévu une intensité dans 2 jours pour terminer en fait mon protocole d'entraînement. Je lui dis bon, ben il n'y a pas de souci, sachant que derrière tu pars sur une semaine de récup, termine, c'est pas grave. Tout dépend en fait du contexte. Laurent, tu peux nous parler de l'impact du stress sur la variabilité de la fréquence cardiaque ? Bah déjà, le stress, comme la fatigue, ça se mesure et c'est ça qui est vraiment très intéressant. En fonction de cette mesure, on va pouvoir vraiment choisir ce qu'il faut faire. Hein. Donc, il y a une forme de stress qui peut être très positive, parce qu'il ne faut pas oublier que le stress, souvent on dit ouais, le stress c'est négatif, mais non, le stress, c'est ce qui sauve la vie ou c'est ce qui permet d'être performant. Donc, il y a un très fort stress qui augmente ton énergie totale, ce qui te met en dominante orthosympathique, c'est vrai, tu as une fréquence cardiaque augmentée, mais tu es beaucoup plus agile, beaucoup plus réactif, tu libères très très vite ton glycogène, donc tu vas être très performant. Et donc voilà, ça, ce stress, il est très positif. Mais sur les analyses de variabilité cardiaque, ça correspond donc à une augmentation d'énergie totale avec une dominante orthosympathique. Ça, c'est très très clair. Donc là, c'est plutôt adapté à un très bon niveau de performance. Mais tu as aussi le stress quand il va trop loin, trop de stress, ou alors déjà... Avant d'aborder la compétition ou des séances d'intensité, tu n'étais pas en bon état et là, l'énergie totale se dégrade. Là, tu vas être aussi en dominante orthosympathique, mais avec un niveau d'énergie global qui est bas. C'est-à-dire que les piles se sont globalement dégradées. Et là, tu rentres dans le stress négatif qui va amener, évidemment, sur les sportifs, un très mauvais résultat, mais aussi c'est la situation dans laquelle on va tomber malade ou on sera dans une situation professionnelle ou relationnelle difficile. Voilà, disons que là, c'est plus du tout adapté à la performance et même à la santé. Et toi, du coup, Charline, tu réagis comment face au stress ? Moi, je suis plutôt dans le stress positif, a priori. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mon préparateur mental m'avait vraiment mis en avant que j'avais besoin de stress pour performer, malgré le fait que je lui demande de vouloir baisser mon stress. Il m'avait dit non, toi tu vas performer quand tu as un max d'adrénaline, on va dire, et ça s'est vérifié à plein de reprises. Donc maintenant, plus je le sens, mieux c'est. Mais effectivement, l'état de forme avant est aussi bon et peut-être facilite cette performance. Du coup, Charline, est-ce que toi, tu vois une limite à la variabilité de la fréquence cardiaque, notamment en termes de contraintes, au niveau du testing c'est vrai que c'est pas simple à mettre en place tous les jours. Ouais. Maintenant que je suis maman, je peux dire ça. Ouais. Donc effectivement, il faut être quand même dans un endroit calme, au réveil. Ouais, il y a vraiment un protocole à suivre. Donc si t'as ta petite qui vient de sauter dessus et que t'as pas le temps de faire le test, c'est vrai que ça peut être un peu contraignant. Mais oui, je sais. Enfin, il y en a. C'est de se dire, je prends 10-15 minutes pour faire mon test. C'est plus facile quand je suis en stage seule que quand je suis en famille à la maison. Ça, c'est quelque chose de plus contraignant. Mais voilà, une fois que tout le monde... C'était rigolo. Même ma fille, à 3 ans, son père lui disait « Attends, maman fait son test. » Enfin, tout le monde était au courant que j'allais faire mon test pour démarrer ma journée. Et du coup, on sait que les sportifs de haut niveau sont souvent soumis au jet lag. Est-ce que toi, du coup, tu as vu une certaine contrainte là-dessus ? Et Laurent aussi, deuxième question, est-ce que toi, tu le revois aussi dans les tests ? Alors moi, pour ma part, c'est vrai que Tokyo, en plus, c'était
entre guillemets pas dans le bon sens, mais je crois que mes tests ont été bons direct et du coup c'était plutôt rassurant. Et oui, on savait que le jet lag pouvait avoir une vraie influence. Il m'avait parlé d'autres sportifs avec des exemples assez, je sais plus que c'était quel athlète. C'était Carole. Ouais, Carole Péon en triathlon. Qui avait mis du temps à bien gérer ça, mais pour le coup, moi, non, a priori, c'était pas un souci. C'était assez hallucinant d'ailleurs. Dès le premier test, je crois, le lendemain du vol, direct, ça s'est mis dans le bon sens et il n'y a pas eu de problème, mais je sais que ça existe. Donc du coup, Laurent, toi, tu préconises de faire un test dès en arrivant, suite au voyage? Déjà, il faut savoir l'impact du voyage sur en fait le niveau d'énergie globale. Donc, il y a eu des tests effectivement avant et on s'est vraiment rendu compte qu'il y a des réactions très individuelles au jet lag, comme à l'entraînement. Donc, mettre tout le monde dans le même sac en généralisant trop les principes d'entraînement, c'est pas une bonne chose sur le haut niveau. C'est très très individuel. Et pour certains athlètes, un jet lag est vraiment destructeur au niveau de l'activité neurovégétative. Et derrière, il faut en tenir compte à l'arrivée, déjà pendant le voyage, mais à l'arrivée, et aussi pour certains athlètes, bien gérer ce jet lag par rapport à la date de la compétition. Parce que notamment, ce que j'ai vu, c'est que certains athlètes qui n'arrivent pas à se recaler très vite avec un jet lag, plus on reste longtemps, plus on attend, et de jour après jour, l'état se dégrade, et donc le résultat après, il est vraiment pas bon. Donc les solutions qu'on a pu trouver, c'était dire on fait le voyage avec jet lag et on court 3 jours après, ce qui pour d'autres athlètes serait pas du tout une bonne chose. Si quelqu'un se recale normalement, en fait, on va attendre en gros 1 heure de recalage par jour pour situer la période de début des compétitions. Mais ça a permis de gérer aussi, d'individualiser la situation du voyage par rapport à la compétition pour certains athlètes. Et pour éviter justement les soucis du voyage, il y a des petites choses à faire que tu faisais toi pendant le voyage en avion? L'hydratation, je pense que c'est quand même quelque chose de super important. Je sais que quand on est mal hydraté direct, ça a un impact sur la variabilité cardiaque et sur la fatigue en général. Donc je pense que ça c'était important. Et puis après c'est de se recaler le plus vite possible direct sur les repas, le soleil, etc. Le lendemain d'avoir vraiment quelque chose de très progressif, de pas partir sur une séance il y a du vent, on part, non, on va faire un truc plutôt aérobie cool le lendemain en mode un peu récup et puis après se recaler au fur et à mesure. Est-ce que tu peux dire, Charline, aujourd'hui que la variabilité de la fréquence cardiaque, elle t'a permis de mieux te connaître? Est-ce que ça t'est déjà arrivé des fois d'avoir un décalage complet entre ce que tu ressentais et le test? Alors le décalage, ça arrive, ouais. C'est pour ça aussi que j'aimais bien ce suivi-là, parce qu'il y a des matins, tu te réveilles, tu te sens pas en forme. Avant que je fasse ce suivi-là, en gros, j'allais à l'entraînement, puis tu sais pas s'il faut t'écouter ou finalement, est-ce que tu peux y aller quand même, etc. Là, on a une mesure qui va nous dire, en fait, ton test, il est bon, donc vas-y, tu peux y aller dans l'intensité, etc. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de la journée, la sensation réveil, je sais que c'est pas forcément quelque chose de facile. Et puis dans la journée, ça évolue aussi, ton état de forme. Et donc voilà. Et puis il y a des jours où tu vas pas te sentir bien, et effectivement, là, le test valide, donc tu vas mettre les freins. Enfin, en tout cas, tu vas suivre les recommandations pour essayer de faire évoluer les choses dans le bon sens. Mais c'est vrai que le test où toi tu te sens fatigué et le test dit c'est bon, c'est rassurant parce qu'on se dit ok, je vais pas faire n'importe quoi à l'entraînement, je peux y aller, donc je ne m'écoute pas et je fonce. Et l'inverse? L'inverse, ça serait le test dit que c'est pas bon et que moi je suis en forme. Je crois que c'est déjà arrivé en sensation. Mais du coup, je vais quand même écouter ce que me dit Laurent parce que potentiellement ça peut se dégrader dans les jours qui suivent, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi ça peut être un peu perturbant au début, mais je pense que le temps que ça reste un test, comme disait Laurent, faut pas trop effectivement, le ressenti peut être un peu différent et puis ça peut être un peu différé dans le temps, peut-être. Mais je pense que en tout cas, ça peut être un peu une alerte pour se dire, peut-être je vais pas dans le bon sens là, donc on va suivre les recommandations. Pour rebondir sur ce que dit Charlie, ça c'est un point vraiment important. Parce qu'en fait, quand on mesure de manière indirecte l'énergie qu'on a dans le système nerveux autonome, à partir de la variabilité cardiaque, on est en amont des sensations. On est en amont de ce qu'on va observer au niveau périphérique, dans des aspects musculaires ou des choses comme ça. Donc ça permet d'anticiper. L'athlète, à ce moment-là,
sait pas trop si ça va ou si ça va pas. Il peut même se sentir relativement bien, mais ça permet de dire attention, là tu te sens bien, mais il commence à se passer quelque chose qui va pas dans le bon sens. Et ça nous a permis d'éviter justement, à mon avis, des grosses erreurs, parce que ce qui est embêtant, c'est d'aller travailler sur un système qui commence à être vraiment dégradé. Et là, après, on va s'abîmer, physiologiquement, mais aussi on va sans doute devoir diminuer beaucoup la charge d'entraînement et puis avoir des délais de récupération qui vont être beaucoup allongés. Et c'est là que ça devient problématique dans le suivi du haut niveau. Ce que Charline disait tout à l'heure qui est vraiment intéressant, c'est elle ne cherchait pas des pics de temps en temps, mais un niveau de performance de très haut niveau régulier. Et ce suivi-là permet de le faire. Est-ce que toi, Laurent, ça t'est déjà arrivé d'avoir justement à gérer une grosse fatigue, là, comme ça, comme tu viens de nous dire ? Ah oui, parce qu'en général, les athlètes, quand ils viennent te voir, c'est qu'ils sont entre guillemets cramés, quoi. En gros, Laurent, au secours, qu'est-ce qu'on peut faire ? Des exemples comme ça, j'en ai vraiment beaucoup d'athlètes qui sont, ok. Bon, maintenant, c'est des athlètes qui ont terminé leur carrière, donc je peux me permettre de... Puis, s'ils sont pas d'accord avec ce que je dis, ils peuvent réagir aussi et le dire, mais... Donc effectivement, en biathlon, par exemple, Marie Dorin, c'était il restait 3 semaines avant la dernière course de sélection pour les Jeux, et pour la dernière année de sa carrière, elle se sélectionne pas aux Jeux, alors que l'année précédente, elle se battait pour être la meilleure mondiale, donc c'était vraiment un gros problème. Donc voilà, elle a appelé, on a débriefé entre les choses, qu'est-ce que tu fais, comment tu manges, comment tu t'entraînes, quelle récup derrière, etc. Et donc, le test HRV a permis de voir exactement dans quel type de fatigue elle était, ce que disait Charline tout à l'heure, les différents types de fatigue. Et en fonction de ce type de fatigue, on a pu amener les bonnes remédiations relativement vite, puisque, en gros, 15 jours après, elle avait la dernière course de sélection. En plus, c'était une course en altitude, donc elle se sélectionne cette fois pour les Jeux. Et ça lui a permis de terminer sa carrière avec des médailles olympiques, à mon avis. Sinon... Sans ce suivi-là, je pense qu'elle n'allait pas au jeu et puis qu'elle terminait une carrière superbe sur un mauvais sentiment, quoi. Et des exemples comme ça, il y en a vraiment beaucoup. Donc Charline, là aujourd'hui, tu conseilles aux autres athlètes de haut niveau d'utiliser la HRV ? Après, c'est une démarche individuelle malgré tout. Mais oui, moi Bon, là, j'étais un peu plus, en changeant de discipline, etc., le paramètre physique était un peu, on va dire, délaissé, puisque j'avais tout à apprendre sur le côté technique et tout, mais je vais m'y recoller. Oui, c'est un suivi qui est important. On frôle souvent la limite, donc c'est une mesure qui est super intéressante pour adapter l'entraînement et justement de ne pas se retrouver dans des périodes avec... des temps de récupération très allongés qui vont peut-être perturber toute une saison, etc. Donc, s'il y a des choses qui existent et qui peuvent nous permettre de gérer un état de forme tout au long d'une saison ou d'une carrière, pourquoi s'en priver ? Ok. Et c'est quoi la suite pour toi, Charline ? La suite jusqu'à 2024 ? À la suite, là, on va entrer en année de sélection. Donc, ça commence début avril, là. Et voilà, la suite, c'est de progresser encore et encore, parce que changer de discipline, je pense que c'est l'un de mes plus gros challenges de ma carrière. Donc, je mets beaucoup d'énergie dedans. Ma famille est derrière moi dans ce projet un peu fou, mais on est sur une bonne pente, là. Donc... j'espère être sur la boîte. Écoute, on souhaite de te voir à Paris en 2024 alors. Merci en tout cas, merci Laurent, merci Charline de votre présence et à bientôt pour un prochain podcast. Merci à vous. Merci à vous. Ce podcast vous a été présenté par 2 conseillers au niveau haute performance. Patrick Juvin de la Maison Régionale de la Performance du CREPS Centre Val de Loire et Stéphane Germain de la Maison Régionale de la Performance de Bourgogne-Franche-Comté.